t'embrasses un mec. Objet de la leçon du jour, Qui est-ce qui est étouffer venu, l'homophobie dans l'œuf. Est-ce que vous pensez que ça peut être illégal d'être homo? Oui. Face à une classe de 4e, ces intervenants partent à la chasse aux préjugés. La majorité des gays traînent avec beaucoup de filles. Ah bon? C'est pas parce qu'on avance dans le temps que les choses s'arrangent. C'est parce qu'on éduque, c'est parce qu'on explique et on est au début seulement des explications sur l'orientation sexuelle. Parmi les élèves, une invitée un peu particulière. À quelques semaines de l'examen du texte autorisant le mariage homosexuel, le gouvernement a pour mission de convaincre même les plus jeunes. Ça veut dire que finalement pourront se marier des gens qui s'aiment même s'ils sont de même sexe, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Ça va permettre plus d'épanouissement, plus de liberté, plus d'égalité dans la société. Il faut comprendre ça comme une avancée. Pour l'instant, on se met un petit peu dans le noir et on observe bien l'œuvre projetée. Tu voulais dire quoi? Que vont voir ces enfants de pareil. CM2 dans ce tableau de Renoir? Madame Charpentier et ses enfants, tous deux vêtus de robes et de souliers noirs. Madame, elle a habillé en noir et en blanc, Oui, et ses deux filles en bleu. oui. Qui veut nous dire le titre qu'il a trouvé pour ce tableau? La femme et ses filles, les deux jumelles et leur mère. La femme et les jumelles. Pour tous les élèves, c'est une évidence. Les deux enfants du tableau sont des fillettes. Mais quand la maîtresse leur dévoile leur prénom, Les prénoms des deux enfants, c'est Georgette et Paul. difficile de croire que l'un d'entre eux est un garçon. Ben, il, puisque c'est un garçon. Qu'est-ce que tu veux dire? Oui. Mais aussi, c'est quand même bizarre qu'on donne des robes à un garçon. On avait les mêmes vêtements, le même trousseau de vêtements pour les garçons et pour les petites filles jusqu'à 6 ans. La maîtresse veut amener les enfants à s'interroger sur toutes ces évidences. Xavier Breton. Oui, merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, je vais essayer d'être prudent dans ce que je dis, car on sait que dans ce domaine, il y a un flicage de la pensée et des propos qui incitent à la prudence. Alors en fait, Madame la Ministre, je ne veux pas rentrer dans l'appréciation de vos actions, les actions que vous proposez dans ce programme d'action gouvernementale, mais je voudrais plutôt m'attacher à l'esprit, à la philosophie. Parce qu'en fait, ce que vous nous proposez, Madame la Ministre, c'est de valider définitivement l'introduction de la théorie du gender dans notre société. Et il me semble que ça mérite un débat. Effectivement, depuis quelques années, cette théorie se propage dans notre pays. C'est une idéologie qui est fondée sur le déni de l'altérité sexuelle et sur la volonté de construire un individu nouveau qui serait déconnecté de toute la réalité de l'être humain, homme ou femme. Alors cette théorie est apparue dans l'enseignement à Sciences Po, la grande époque de Sciences Po récente, puis dans les manuels scolaires de SVT en première. Nous avions d'ailleurs eu l'occasion de travailler au sein de cette commission sous le mandat précédent. On retrouve cette théorie dans toute notre société aujourd'hui. Je prendrai comme exemple une exposition qui va avoir lieu au mois de novembre prochain, à partir du mois de novembre prochain, pendant un an au Forum départemental des sciences à Villeneuve-d'Ascq, et qui, je cite ce qui est marqué sur le site, invite les filles et les garçons de 3 à 6 ans, à faire des choix selon leurs envies et leurs potentialités sans se sentir déterminés par leur sexe. C'est l'exemple du monde de la petite enfance, où on peut trouver aujourd'hui des formations, je cite toujours, éduquer sans les lunettes du genre, un défi à relever pour les milieux de la petite enfance. C'est ensuite l'introduction de l'idéologie du gender dans notre législation. Et là, le projet de mariage homosexuel s'appuie lui aussi sur cette idéologie, puisqu'il revendique une soi-disant interchangeabilité entre l'homme et la femme. Alors si toute lutte contre les discriminations fait a priori l'unanimité, il faut toutefois s'assurer que ces luttes ne soient pas un prétexte pour généraliser cette théorie du gender sans aucun débat. Cette théorie, il faut le souligner, n'est absolument pas scientifique. Il s'agit d'une construction intellectuelle qu'on peut qualifier d'idéologie puisqu'il s'agit d'un système global, et vous venez de le montrer, de pensée et d'organisation de la société. Nous sommes donc face à une rupture de société majeure. Et on ne peut pas faire ce bouleversement en catimini, en passant en force. Les Français et les Françaises doivent savoir ce que cette idéologie du gender contient et quelles sont ses conséquences. Et il nous semble important que toute la lumière soit faite sur cette théorie.
C'est pourquoi nous allons proposer la création d'une commission d'enquête sur le développement de la théorie du gender en France. Vous avez indiqué, Madame la Ministre, que vous aviez travaillé avec une commission consultative, la CNDCH. Des collègues évoquaient tout à l'heure qu'il fallait une pédagogie sur le genre. J'ai cru comprendre que la pédagogie était à sens unique. C'est-à-dire, il fallait imposer, inculquer à la société la théorie du genre. Or, ce que nous demandons, c'est un véritable débat. Alors, Madame la Ministre, êtes-vous prête à travailler avec la représentation nationale sur ce sujet, en soutenant cette demande de commission d'enquête, ou allez-vous, comme sur le mariage homosexuel, passer en force ? Voilà ce que vos enfants vont voir à l'école. Pendant que vous êtes occupés à payer vos factures, on va vous acheter une super belle bagnole, on va vous acheter la dernière PlayStation ou la montre connectée, ou bien parler à Alexia dans votre salon. C'est marrant, hein, la vie. C'est surtout très con. Nous sommes devenus très cons. Des consommateurs. Indifférents à tout. Même plus capables d'imaginer qu'on a un pouvoir, une responsabilité vis-à-vis de nos enfants. On a eu là des attaques extrêmement violentes dans l'école française à propos tout simplement d'un petit enseignement sur le respect entre les filles et les garçons. Quand vous voyez aujourd'hui que c'est une sorte de gangrène qui est en train de s'étaler un petit peu dans plusieurs pans de la société, on a vu dans la culture avec l'affaire Dieudonné, là maintenant l'école, est-ce que vous trouvez qu'il y a un moyen efficace de lutter contre ça à l'école? Qu'est-ce que c'est? De parler plus peut-être de l'histoire justement, de l'enseignement de la Shoah dont vous parliez tout à l'heure? C'est un élément, mais c'est beaucoup plus que ça qu'il faut... D'abord, il faut relativiser. Par exemple, et ça ne veut pas dire minimiser, il faut donner les vrais chiffres. Sur 48 000 écoles françaises, c'est une centaine qui ont été touchées. Donc on n'est pas encore dans une France à feu et à sang. Mais il y a des foyers d'infection. Très rapidement, la réflexion, elle vient d'Edgar Quinet, c'est la suivante. C'est la Révolution française a échoué parce qu'on ne peut pas faire une révolution uniquement dans la matière, il faut la faire dans les esprits. Or, on a fait la révolution essentiellement politique, mais pas la révolution morale et spirituelle. Et donc, on a laissé le moral et spirituel à l'Église catholique. Donc, il faut remplacer ça. Et d'ailleurs, l'échec de 48, où l'Église catholique, les prêtres sont venus bénir les arbres de la liberté des révolutionnaires, c'est la preuve qu'on ne pourra jamais construire un pays de liberté avec la religion catholique. Mais comme on ne peut pas non plus acclimater le protestantisme en France, comme on l'a fait dans d'autres démocraties, il faut inventer une religion républicaine. Cette religion républicaine, qui doit accompagner la révolution matérielle, mais qui est la révolution spirituelle, c'est la laïcité. Le geste du signe de croix vous gêne, vous dérange dans la symbolique ? Bien entendu, si chacun s'autorisait, vous savez, en République, à l'été kantienne, c'est l'exemplarité des comportements. Votre question, monsieur, aurait un sens si nous nous apprêtions à introduire une théorie du genre à l'école ou même ailleurs. Mais la théorie du genre n'existe pas. Mais la théorie du genre n'existe pas. N'existe pas. N'existe pas. Et puis surtout, évidemment, les responsabilités de ceux qui ont propagé cette rumeur seront engagées, parce que c'est extrêmement grave. Monsieur le ministre, ces accusations sont d'une extrême gravité. Il est essentiel que vous disiez toute la vérité cet après-midi devant la représentation nationale et devant les Français. Merci. La parole est au ministre délégué chargé du budget, Jérôme Cahuzac. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, j'appartiens au gouvernement de Jean-Marc Ayrault qui a été investi par la représentation nationale. Votre question est donc légitime et il est normal que j'y réponde. Je dément catégoriquement les allégations contenues sur le site Mediapart. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Je dément donc ces accusations et j'ai saisi la justice d'une plainte en diffamation car ça n'est que devant la justice, hélas, que les accusateurs doivent prouver la réalité des allégations qu'ils avancent.
Et c'est donc devant la justice que je m'expliquerai devant ces contradicteurs en attendant d'eux des éléments probants qui, à ce jour, font manifestement défaut. Merci, monsieur le député, de m'avoir permis de le dire devant la représentation nationale. Nous avons, au Grand Orient de France, et en général dans la franc-maçonnerie, le sentiment que nous avons une dette sociale dans la mesure où nous disposons d'un savoir, qui est un savoir acquis dans nos loges, et donc d'un pouvoir. Parce qu'on en revient finalement à votre conclusion. La conclusion, c'est celle du pouvoir. Et nous avons un certain pouvoir, et que nous avons aussi le sentiment qu'il est moral de le dire à un moment. Il est moral de l'exercer. Et nous reconnaissons les hommes qui s'engagent en voulant réhabiliter aussi le politique. Voilà un certain nombre d'éléments qui font que ce débat aura été enrichissant pour nous. Alors, nous ne vous avions pas donné toutes les clés, évidemment. Nous voulions vous voir, vous savez, dans une formule simple. C'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Merci à vous. On va dire un petit mot du Nouvel Obs de cette semaine. C'est une bonne idée. Vous titrez sur ces francs-maçons qui nous gouvernent. Est-ce qu'il y a plus de francs-maçons dans l'équipe de François Hollande qu'il y en avait avant? C'est mécanique. À gauche, il y a plus de francs-maçons qu'à droite. Il y en a à droite aussi. Mais qu'est-ce que ça change? La franc-maçonnerie, historiquement, c'est de gauche. Qu'est-ce que ça change? Vous avez des questions qui sont particulièrement sensibles aux yeux de la franc-maçonnerie. Par exemple, le mariage gay.